L'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. 1881 est une date charnière pour les Juifs de Pologne et de Russie. Alexandre II, tsar plus ou moins libéral, mais en tous les cas plus que son père, meurt assassiné par des terroristes, et c'est son fils donc qui va lui succéder. Le fils, Alexandre, troisième du nom, est un antisémite forcené, entouré de conseillers antisémites, notamment Pobiedonotsev, qui est le procureur général auprès du synode et qui va lui servir de conseil pendant une bonne partie de son règne. Et sous prétexte que les conjurés qui ont assassiné son père ont trouvé refuge dans une maison juive pour commettre leur forfait, Alexandre III va se laisser déchaîner une vague de pogroms comme on n'en avait pas vu en Russie, en Pologne. Non, la Pologne ne sera pas touchée, mais en Russie depuis longtemps, sinon jamais. Et cette vague de pogroms va toucher d'abord la ville d'Elisabethgrad, et puis Odessa, Kiev, etc. Les biens juifs vont être pillés, volés, notamment autour de la période de Pâques, qui est classiquement celle des pogroms, puisqu'on accuse toujours les Juifs de commettre des meurtres rituels pour prendre le sang d'enfants chrétiens afin de confectionner les matzot avec ce sang. Et ces pogroms, qui vont faire de nombreuses victimes, vont toucher beaucoup le sud de la zone de résidence. La police tsariste, sur ordre, laisse faire quand elle n'encourage pas ces pogroms, et elle n'intervient soit que quand les Juifs essayent de se défendre, soit que quand les violences commencent à dépasser le cadre anti-juif, et là, l'ordre, comme par miracle, est vite rétabli. Ces pogroms déclenchent une réprobation internationale forte aux États-Unis, en Angleterre, en France. Victor Hugo condamne ces pogroms, mais rien n'y fait. Et même quand les pogroms s'arrêtent, la situation des Juifs ne s'améliore pas. Pobiedonotsev, comme il le dit à Alexandre III, espère qu'un tiers des Juifs va émigrer, qu'un autre va se convertir et que les autres seront massacrés et exterminés. Il commence à réussir une partie avec les pogroms, une partie de la troisième manœuvre. La conversion ne marchera jamais. Les conversions peuvent se compter sur les doigts des mains. Il n'y en a pas en Russie et en Pologne. L'émigration, elle, qui a été faible avant 1880 et ses pogroms, va prendre un essor considérable. Et sur les 5 millions de Juifs de la zone de résidence, 2 millions vont émigrer entre 1881 et 1914. Cette émigration ira essentiellement vers les États-Unis, mais pas uniquement. Elle touchera également l'Amérique du Sud, l'Argentine. Elle ira vers les pays européens comme l'Allemagne, la France ou la Grande-Bretagne. Donc une immigration très forte qui convient parfaitement aux dirigeants tsaristes, qui continuent à prendre des mesures antisémites, notamment avec un numerus clausus dans les universités. Les Juifs ont accès aux écoles russes, certes, mais dans un pourcentage très faible, lié à de 2-3%, lié à leur présence dans les villes. Or, souvent, l'instruction est le seul moyen pour les Juifs d'échapper
à l'antisémitisme, à essayer de se faire une place, eh bien, cette porte leur est assez vite fermée ou très restreinte. D'autres mesures antisémites sont prises. On réduit la zone de résidence en supprimant des régions de Biélorussie où les Juifs sont très présents et en les obligeant d'aller vers l'ouest. Les communautés juives sont reniées dans leur pouvoir. Elles n'ont plus qu'un pouvoir culturel. Bref, toutes les mesures antisémites possibles et imaginables sont prises. Et la situation des Juifs est particulièrement pénible sous ce règne. Ce qui fait qu'en dehors de l'immigration, la vie juive va commencer à se poser des questions, ou du moins la vie juive va être l'objet de questions par des penseurs, et notamment en 1882, un penseur qui s'appelle Pincher, qui vit à Odessa, qui est un médecin juif, et qui va écrire un livre qui s'appelle Auto-émancipation, et qui est l'ancêtre du sionisme de Herzl. Pincher considère que on ne peut pas espérer l'assimilation, notamment en Russie, que l'immigration n'est pas la solution parce qu'on retrouvera l'antisémitisme partout, et que donc la solution, c'est d'avoir un territoire, peu importe lequel d'ailleurs pour Pincher au début, où les Juifs peuvent vivre comme les autres nations de manière indépendante. Et ça va être l'ancêtre du sionisme, avec des mouvements qui vont se créer dans le sud de la Russie, notamment les Amants de Sion, dont vont sortir les Bilouim, Bilou étant l'acronyme hébraïque de Debout la maison de Jacob et marche, Lève-toi la maison de Jacob et marche. Et on va avoir le début d'une immigration, non pas de masse, mais toute petite au début, mais des jeunes gens décidés à partir pour la Palestine et créer au travers de colonies les prémices d'un État juif. Donc on a là en Russie l'apparition du sionisme qui sera essentiellement une invention russe et polonaise, beaucoup plus qu'une invention occidentale. Herzl est certes un juif autrichien, par son charisme et son sens politique, il prendra la tête du mouvement sioniste, mais les masses juives et les militants juifs sionistes se trouvent en Pologne et en Russie, et ils vont donc modifier l'histoire juive dans un sens nouveau. C'était l'histoire des Juifs de Russie et de Pologne, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.